business model innovant. Nous représentons une société de conseil en marketing de l'innovation et en solutions de mise en marché, mais je vais essayer de vous faire partager pendant cette demi-heure notre goût pour l'innovation ainsi que les enjeux actuels de cette innovation. Avant de rentrer dans le dur du sujet, je vous propose de définir rapidement, sans que ce soit trop long, les notions d'innovation en elles-mêmes et de business model, puisque c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. On peut résumer le business model par la manière dont une entreprise finalement apporte de la valeur à ses clients. Et notion importante qu'on va réaborder au cours de ce webinaire et évidemment encourage ses clients à payer pour cette valeur. Cette notion de monétisation de la valeur et de la conversion de cette valeur en profit est une notion fondamentale que nous nous attacherons de décrire tout au long de ce webinaire. On peut aussi résumer la manière dont un business model innovant a de l'influence sur un marché et la manière dont il apporte de la valeur sur ce marché et il la capture. L'innovation, dans ce cas-là, on peut l'avoir de deux manières. Elle peut être soit incrémentale, c'est-à-dire qu'elle fait appel à des éléments existants. On pourrait citer comme exemple les nouvelles friteuses sans huile qui ont vu le jour il y a quelques années chez une célèbre marque française. Ce n'était pas à proprement parler une innovation radicale. Les friteuses ont toujours existé. Néanmoins, le groupe SEB avait réussi à apporter une nouvelle technologie qui en faisait un produit innovant. Et puis, d'un autre côté, l'innovation radicale qui, elle, et ce sera l'objet de beaucoup d'exemples pendant ce webinaire, bouleverse totalement l'existant. On peut citer évidemment l'économie collaborative sur laquelle je vais largement revenir, des sociétés comme Blablacar ou comme Airbnb, mais aussi tout un tas d'innovations technologiques qui changent radicalement l'usage des produits et qui répond à de nouveaux besoins auprès des consommateurs. Les business models innovants doivent, comme on vous l'a dit, apporter de la valeur parce qu'ils sont finalement le garant de la compétitivité de l'entreprise et leur objectif est d'apporter, comme on l'a vu dans la définition, du profit. Il y a effectivement un syndrome de l'idée nouvelle qui ne trouve pas de débouché, à laquelle certains entrepreneurs sont malheureusement trop souvent confrontés. On dit souvent combien de grandes idées n'ont pas trouvé de débouché, autant que d'inventeurs morts ruinés. La notion de business model innovant en pleine recrudescence de nos jours est une notion bien plus simple, bien plus large, que le simple fait d'innover sur un produit ou sur une technologie. Beaucoup d'entreprises s'y intéressent aujourd'hui et ce n'est pas pour rien. Dans quel contexte s'agit-il de raisonner? Il s'agit de raisonner dans un contexte de mondialisation. Et dans ce contexte de mondialisation que vous connaissez bien, sur lequel il n'est pas utile de revenir, la compétitivité est plus que jamais importante. Et cette compétitivité passe aujourd'hui indéniablement par la recherche d'avantages compétitifs, comme le décrit notre ami Porter. Et ces avantages compétitifs sont très souvent liés à l'innovation. Les grandes entreprises françaises qui ont su innover, on peut citer le groupe SEB, mais aussi EADS ou L'Oréal ou Michelin, sont des entreprises qui surperforment grâce à l'innovation. Vous pouvez lire un rapport qui est très intéressant à ce sujet-là, qui s'appelle le rapport Bayla-Tambourin, qui émane du gouvernement français, qui date de 2013, donc qui n'est pas si vieux que ça, qui décrit, après avoir observé un certain nombre de phénomènes et de critères économiques de société, l'innovation comme étant un enjeu majeur pour la France. Mais il y a également aujourd'hui beaucoup de startups valorisées plus que certains grands groupes. On pourrait donner le chiffre un peu vertigineux de 10 milliards de dollars pour Airbnb, par exemple. Cette valorisation, elle est née principalement de l'innovation dans le business model de ces acteurs. Et on parlera largement d'économie collaborative pendant ce webinaire. Elle est aussi née quelque part de ce que j'appelle la spéculation, c'est-à-dire non pas de la valeur réelle, mais de la valeur future que ces entreprises peuvent représenter au regard de l'innovation et des ruptures qu'elles apportent sur les marchés concernés.
Alors, évidemment, la raison, si on commence par la raison intrinsèque qui pousse les entreprises à innover, vous l'avez compris, et je ne reviens pas dessus, les avantages compétitifs sont évidemment un facteur qui est sans arrêt recherché. C'est aussi pour elles le moyen de se démarquer de la concurrence, une façon soit de prendre des parts de marché, soit dans certains cas, dans des environnements très compétitifs, de les conserver. De surcroît, on pourra noter qu'un produit ou qu'un service innovant est souvent vendu plus cher. On reviendra sur cette notion-là, mais ça me paraît quand même fondamental de noter que permet, les innovations permettent souvent de vendre des produits plus chers. Je vais reprendre, et puis je crois que ce sera la dernière fois, mais l'exemple de la friteuse sans huile du groupe SEB, le produit en lui-même, l'innovation technologique, a permis à la société de multiplier par 3 ou 4 le prix de vente global de ces friteuses. Si vous vous rappelez l'arrivée des smartphones il y a quelques années, aucun des appareils se vendait en dessous de 500 euros, ce qui était quand même relativement cher, puisque à leur lancement, ils étaient aussi chers que la plupart des ordinateurs portables. On peut citer aussi le prix des TV à écran plat qui sont arrivés il y a une dizaine d'années maintenant et qui ne se vendaient pas en dessous de 1000 euros, alors qu'on en trouve aujourd'hui pour quelques centaines d'euros tout au plus. Il faut évidemment, je pense que vous l'avez compris avec la définition, ne jamais négliger la notion de profit, qui est globalement un des drivers de l'innovation, et on constate que de toute façon, plus les sociétés sont innovantes, toujours dans ce même rapport du gouvernement que je vous citais, plus les marges sont élevées pour les sociétés en question. Dans une recherche de profit, les sociétés industrielles, comme on le disait, ont tendance à augmenter le prix de leurs produits innovants, ce qui génère des marges plus grosses. Il y a un critère qui est un peu plus difficile à appréhender, que l'on cite souvent auprès des grosses marques ou en parlant des grosses marques internationales comme Apple, Virgin ou Tesla dans l'automobile, qui est l'image de marque. C'est une notion relativement subjective, mais qui a un rôle non négligeable quand on parle d'innovation et quand on parle d'image que ces entreprises renvoient auprès des consommateurs. Cette image est souvent citée par ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les consommateurs qui adoptent en premier une innovation, comme étant positive, et ça génère la plupart du temps du buzz positif et de la communication gratuite pour les marques en question. Alors la question est maintenant de savoir comment les organisations s'y prennent-ils, puisqu'on a compris les enjeux, comment s'y prennent-elles pour innover. Je dis souvent qu'il n'y a pas une règle absolue en la matière, mais que les acteurs de l'innovation doivent utiliser les outils à leur disposition et ceux qui ont du sens pour faire la différence, pour apporter de la valeur sur les marchés qu'elles occupent. On voit très bien que depuis quelques années, on pourrait dire un peu plus d'une dizaine d'années, l'innovation n'est plus réservée au seul secteur de la R&D, et c'est une tendance qui s'est largement accélérée. Il y a aujourd'hui une multitude de façons d'innover, car les écosystèmes business qui entourent la création et la distribution du produit sont très diversifiés. On va revenir sur cette notion-là pour que vous compreniez bien, je l'espère, ce qu'on appelle par écosystème business. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sort du schéma traditionnel qui va de la R&D en passant par le design, le produit, le point de vente et l'acte d'achat. Il est même possible que l'acte d'achat ou la consommation observée chez certains consommateurs puisse être le point de départ d'une innovation majeure. Je pourrais vous citer l'exemple des caméras GoPro qui est né de l'observation de surfeurs qui utilisaient des boîtiers étanches, tout à fait artisanaux au demeurant, et qui a donné naissance à une des plus grosses sociétés de production et de distribution de caméras à vocation sportive et qui dépasse maintenant le cadre même du sport. Ce que je veux dire par là, c'est que les parcours menant à l'innovation sont beaucoup moins linéaires qu'ils étaient auparavant et que la richesse ou la complexité, selon comment on se place, de notre environnement engendre de nouvelles formes d'innovation, insoupçonnées il y a encore quelques temps. Intéressons-nous maintenant aux différentes formes d'innovation que je vais vous résumer dans le schéma suivant.
Comme nous le soulignons, les innovations percutantes, c'est-à-dire dans mon vocabulaire, qui sont des innovations qui captent de la valeur, ne relèvent pas uniquement de la technologie. Alors, vous voyez sur ce slide qui est un petit peu compliqué qu'il y a plusieurs sources d'innovation qui sont décrites. On va essayer de les parcourir ensemble pour vous simplifier la compréhension. Le covoiturage devient un mode de transport collectif, se servant de plateformes de mise en relation via des technologies existantes. On en a parlé avec Blablacar. Dans ce sens, des sociétés comme Blablacar ou comme Airbnb ont plus innové sur le business model que sur la technologie en elle-même. Les voitures existaient, les habitations des personnes qui mettent leur logement sur Airbnb existaient, mais ces acteurs ont innové sur la manière de s'approprier ces produits à travers un business model innovant. En s'intéressant aux petites habitations d'appoint à mettre dans son jardin pour générer des revenus locatifs ou héberger de la famille, la société GreenCube a davantage réalisé une innovation liée au marketing, la manière de présenter le produit par exemple, ou au commercial, la manière de le distribuer via des revendeurs agréés, que via la technologie ou le produit en lui-même. Concernant les innovations produits, on peut citer des innovations telles que l'Half-Bike, qui est un des plus gros succès de Kickstarter à ce jour, qui est un vélo révolutionnaire qui permet de pédaler en restant debout, ou le système de distribution de café à usage domestique Nespresso, domestique et professionnel d'ailleurs, Nespresso, sur lequel nous reviendrons. Le succès de Nespresso, et nous allons en parler, est en réalité lié à l'intégralité de son business model. Nespresso ne s'est pas contenté d'innover sur le produit, la société a complètement changé les règles de la distribution du café. Dans les années 70, Toyota a été une des premières sociétés industrielles à mettre en place le lean manufacturing, pour ceux qui connaissent les procédés d'innovation au niveau industriel. Et ça a été de très loin une des plus grosses révolutions de process de ces 40 dernières années. Il s'agissait à l'époque d'un véritable avantage concurrentiel pour la firme japonaise. Ça l'est un peu moins de nos jours parce que beaucoup d'acteurs industriels ont mis ça en place, mais ça reste quand même un atout fort pour les sociétés qui savent le déployer. L'innovation sociale est-elle relativement d'actualité dans le sens où elle correspond à une préoccupation de notre époque, qui est de redistribuer les richesses de manière équitable si possible. Certaines initiatives, même si elles ne sont pas encore très nombreuses, sont déjà couronnées de succès. On peut citer La Ruche qui dit oui, qui met en relation des producteurs et des consommateurs locaux pour une consommation plus responsable. Ce que montrent les études récentes, c'est que les dirigeants d'entreprises qui privilégient les nouveaux business models plutôt que les nouveaux produits et ou services ont des meilleurs résultats économiques que les innovateurs de produits et de procédés. Alors ça, ce n'est pas une observation qui est faite à la légère, c'est le Boston Consulting Group, qui est un célèbre cabinet de consulting américain qui a fait une étude auprès de plus de 100 sociétés, étude qui révèle effectivement que les business models innovants sont aujourd'hui bien plus porteurs de valeur et privilégiés par les dirigeants des grandes entreprises. Ça valide donc ce qu'on évoquait juste avant, c'est qu'on assiste depuis quelques années à une recrudescence des entreprises innovantes, non seulement sur le produit, mais sur le business model dans son ensemble. Il s'agit d'une approche un peu plus holistique de l'innovation qui prend en compte l'ensemble des éléments qui permettent à l'entreprise de gagner de l'argent, dans la durée si possible. Les frontières sont évidemment pas du tout étanches entre les différentes innovations. Vous voyez que Nespresso est cité par exemple 2 fois sur ce slide. Les fondateurs de vente privée ont aussi par exemple fait fortune avec un concept simple permettant de créer de la valeur, proposer des fins de série au plus grand nombre, grâce à un business model et un marketing innovant, avec la notion de membre, la notion d'exclusivité. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les business models innovants génèrent plus de barrières à l'entrée pour les concurrents et de barrières de sortie pour les clients. C'est exactement le cas de Nespresso ou d'Apple qui ont mis sur le marché des systèmes qu'on peut qualifier de systèmes fermés, qui ont permis de capter les consommateurs et de les garder dans leur système de manière à capturer le maximum de valeur et à, dans le même temps, empêcher des concurrents de rentrer dans leur technologie et dans leur système pendant un certain temps, puisqu'on a bien vu que Nespresso s'est fait rattraper par l'ouverture ou dans le domaine public de ses brevets.
Les innovations disruptives proviennent aussi souvent d'une technologie associée à un nouveau business model. On pourrait citer l'exemple du MP3 par rapport au CD, et on y reviendra, mais c'est le cas de beaucoup d'innovations disruptives. J'aimerais qu'on passe 2 minutes sur une des plus belles success stories des 20 dernières années que je connais plutôt bien puisque j'étais au cœur du réacteur de ce marketing de l'innovation. J'ai eu la chance de participer à cette aventure. Quel Nespresso est lié au partenariat notamment que la société a su mettre en place. Comme on peut le constater sur ce schéma, on s'aperçoit que l'innovation n'est pas seulement une innovation de produit. Dans le cas de Nespresso, vous avez ici un mapping imagé des différents vecteurs de l'innovation sur le business model Nespresso. Mais c'est une innovation qui touche, comme on le disait, plusieurs paramètres, dont le business model dans son ensemble. Le succès de Nespresso s'explique en grande partie par leur capacité à remettre en cause le business model du café à domicile. Ils ont certes changé le produit avec l'arrivée des espressos de qualité, mais ils ont surtout modifié le business model. Le capture de la valeur se fait non pas sur la machine, mais sur le café. Vous verrez qu'ils ont multiplié, on l'évoquera un peu plus tard, le prix du café de manière significative. La distribution se fait de manière très sélective à travers des canaux maîtrisés, que ce soit leur boutique ou leur site web. Et la communication, au niveau de la communication, ils ont également ce qu'on peut classer dans la catégorie marketing. Ils ont également complètement changé les codes de la communication du café, lui redonnant des lettres de noblesse et d'affirmation statutaire grâce notamment à l'utilisation d'un univers haut de gamme et l'utilisation d'égéries ou de stars dans leur communication que vous avez tous vu pour la plupart, soit à la télé, soit sur Internet, mais avec des budgets de communication assez conséquents. On voit ici bien comment, d'un concept produit certes innovant, Nespresso a réussi à inventer un business model innovant et générateur de valeur. Mais j'ai souvent la question dans les conférences sur l'innovation que j'anime, la question qui revient, mais pourquoi les business models innovants sont-ils en pleine recrudescence de nos jours? Pourquoi plus aujourd'hui qu'il y a quelques années? Quelles sont les raisons? De l'avis de quasiment tous les observateurs, et je cite des observatoires, des chercheurs, des organismes d'études qui ont pignon sur rue, nous entrons dans une ère de l'innovation intensive. Il y a plusieurs facteurs, à mon sens, qui permettent d'expliquer ce phénomène et je vous propose d'aborder ici les principaux qui vous donneront une synthèse ou en tout cas des éléments qui vous permettront d'expliquer cette hypothèse selon laquelle, vérifiée d'ailleurs, selon laquelle les innovations, les business models innovants sont en plein boom. Le premier a trait à la numérisation, ce qu'on pourrait résumer à travers les nouvelles technologies et la numérisation. Les nouvelles technologies permettent des modes d'utilisation et de distribution différents. Vous pouvez effectivement remarquer le nombre de business models innovants qui font appel à de la distribution online. Cela facilite également la personnalisation des produits et des idées, on pourrait citer l'exemple de Nike ID, ou encore l'association entre produits et services. Nous allons détailler ce sujet de la numérisation dans les slides suivants, car elle joue un rôle central dans la recrudescence de l'innovation. On peut citer également l'interconnexion. Les idées circulent plus vite et les individus sont de plus en plus interconnectés. On peut y voir plusieurs conséquences. La première, c'est que la collaboration entre les consommateurs, on pourrait voir l'économie collaborative, a jamais été aussi grande. La deuxième conséquence, c'est que ce qu'on appelle la désintermédiation ou la suppression des intermédiaires de la distribution traditionnelle est également en pleine recrudescence. Et troisième conséquence, qui peut vous surprendre, mais qui est un phénomène lié à cette interconnexion, qui est la copie. Les business models aujourd'hui peuvent être copiés et adaptés en très peu de temps par des organisations qui évoluent, par exemple, sur des zones géographiquement différentes. Alors, on est évidemment à la frontière de l'innovation quand on est dans la copie. Ceci étant, certains acteurs sont perçus par les consommateurs comme étant complètement innovants, alors qu'ils ne font que dupliquer les business models innovants qu'ils ont vus dans d'autres secteurs économiques, dans d'autres secteurs géographiques. On pourrait citer l'exemple de Rocket Internet,
qui est une société allemande qui a lancé plus d'une centaine de clones de sites web innovants à travers le globe. Parmi les plus connus, il y a Zalando, qui est une copie de Zappos. Il y a CityDeal, qui est une copie de Groupon. Ou il y a encore eDarling dans les rencontres, qui est une copie de eHarmony. Donc, vous voyez bien que selon ma croyance, qui est que la perception est la réalité, la perception certains consommateurs peuvent avoir de business models innovants peuvent aussi, en réalité, être de simples copies dues à cette interconnexion. Autre phénomène qui explique cette recrudescence de business models innovants, ce sont les crises financières successives. Alors, particulièrement celle de 2009, mais ces crises ont poussé les hommes à inventer de nouvelles formes de business model pour se sortir de la crise, un peu comme un réflexe de survie. Et je cite beaucoup dans mes exposés l'économie collaborative, que nous allons aborder dans quelques instants, parce que c'est un des exemples frappants drivés par les crises financières. La conscience environnementale, évidemment, la montée des enjeux énergétiques et climatiques encourage les prises d'initiatives innovantes sur le bien-être collectif ou sur l'environnement. Vous avez sans doute entendu parler de Boyan Slat, ce jeune néerlandais d'à peine 19 ans qui a réalisé un procédé innovant à base de tuyaux et de bouées, il faut quand même le signaler, pour nettoyer les océans. Et sa fondation, The Ocean Cleanup, a levé aujourd'hui plus de 2 millions de dollars pour développer ce projet et le commercialiser, l'amener un peu plus loin dans sa réalisation. La mondialisation et la concurrence, je dirais que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais les nouvelles technologies et l'interconnexion permettent d'acheter le produit ou le service que l'on souhaite aux quatre coins de la planète et de vérifier les prix en un clic. Donc cela pousse quand même les entreprises à faire la différence sur des éléments ayant attrait non plus seulement au produit, mais au business model dans son ensemble. Arrêtons-nous un instant sur le sujet des nouvelles technologies qui cristallisent beaucoup d'attention sur les discussions. Il est évident que les nouvelles technologies sont, comme on l'a vu à l'instant, un phénomène qui explique en partie l'essor des business models innovants. Mais j'aurais aimé donner une petite simplification à ces nouvelles technologies. J'ai beaucoup cherché et expérimenté, et finalement, je dois ce slide à Frédéric Cavazza, qui est un conférencier en innovation et en nouvelles technologies, que j'ai choisi car, à mon sens, il résume parfaitement le sujet des nouvelles technologies digitales et leur lien avec l'innovation. Nous parlons d'abord ici de 5 grands domaines. Le premier étant la 3D. Le deuxième, les interfaces homme-machine innovantes, qu'on résumera par IHM innovantes. Le troisième, l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles. Le quatrième, les interactions locales. Et le cinquième, l'Internet des objets. Ces domaines, résumés ainsi, apportent de nombreuses solutions d'innovation et seront chacun l'inspiration, le point de départ de nombreux business models innovants. Sans aucun doute, dans le futur, dans les prochaines années, on peut constater que ce phénomène a déjà commencé. Je souhaiterais faire un tour rapide de ces nouvelles technologies et de leur potentiel application. Le domaine de la 3D engendre des applications dont vous avez certainement entendu parler, comme l'impression 3D ou le scan 3D, par exemple. Le scan 3D est un peu moins médiatisé que l'impression 3D, mais très utilisé et bien plus mature que l'impression 3D. La technologie permet en outre de reproduire des objets existants en images numériques 3D. Les exemples d'applications dans la médecine, pour les prothèses par exemple, ou les jeux vidéo sont très fréquents. À la frontière entre les IHM et la 3D, nous retrouvons des applications comme la réalité augmentée qui permet d'insérer des images de synthèse sur les images du monde réel, grâce à l'appareil photo d'un téléphone portable ou à des lunettes vidéo spéciales. Elle désigne les différentes méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images. Les domaines d'application sont également très vastes. On peut citer les jeux vidéo, la formation ou encore le cinéma. Les écrans haptiques permettent quant à eux de percevoir les textures des matériaux en touchant un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur. Dans leur laboratoire, les chercheurs en technologie haptique, qui est la science du toucher, travaillent sur la reproduction des sensations au moyen de vibrations et de signaux infrarouges. Donc, c'est un peu complexe comme phénomène, mais on imagine aisément les applications pour le e-commerce ou l'industrie du textile, par exemple. Les technologies liées aux interfaces, qu'elles soient gestuelles, comme dans les jeux vidéo,
neuronales, principalement dans la science et la médecine, ou vocales, dans l'informatique ou la téléphonie mobile, sont très connues, même si elles n'ont pas encore atteint un stade de maturité évident. On entend aussi beaucoup parler de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles, qui tentent de reproduire l'intelligence humaine par des ordinateurs. Les domaines d'application sont très vastes également et se retrouvent beaucoup dans la robotique ou dans les services aux personnes, par exemple. De grosses innovations sont notamment attendues dans les services aux personnes âgées et qui est un marché très porteur. Les interactions locales, quant à elles, font naître beaucoup d'applications de marketing direct qui permettent de communiquer auprès des consommateurs dans un périmètre délimité. Un centre commercial, par exemple, ou de faciliter la consommation avec le paiement sans contact ou le paiement avec son téléphone portable dont la technologie est déjà prête, mais qui va très bientôt arriver. On peut citer la technologie NFC, qui veut dire Near Field Communication. En termes techniques, la NMC définit le procédé par lequel deux produits communiquent entre eux. C'est un peu technique, mais c'est un dérivé de la technologie RFID avec une plus courte distance d'application et qui utilise des vitesses faibles, qui permet alors à deux appareils de communiquer automatiquement quand ils sont proches l'un de l'autre. Un tag NFC peut être lié à des informations telles qu'une page web, des réseaux sociaux ou toutes sortes d'autres informations en général. Les autres domaines dans lesquels la NFC commence à évoluer sont le paiement, l'ouverture de portes avec des serrures sécurisées sans contact, la connexion à des ordinateurs, le tourisme et bien d'autres encore. Toutes ces actions ont quelque chose en commun. Elles impliquent le placement de votre smartphone ou tout autre appareil NFC à proximité de l'élément avec lequel vous voulez interagir. L'Internet des objets est également très médiatisé et ses applications sont diverses, mais on entend beaucoup parler des sujets liés à la domotique, la surveillance, mais aussi l'informatique vestimentaire, comme l'Apple Watch, par exemple. Après ce schéma qui est assez théorique, mais qui résume encore une fois, selon moi, bien les différents aspects technologiques et potentiels pour les business models innovants, je vous propose de parcourir très rapidement quelques exemples pour essayer d'un peu mieux les comprendre et les visualiser. La réalité augmentée peut être illustrée avec des objets récents comme les Google Glass, par exemple, dont vous avez quasiment tous entendu parler. Les IHM, donc interface homme-machine innovantes, permettent sur une console de jeu de piloter des personnages en utilisant le mouvement de son corps ou de sentir la texture d'un tissu à travers un écran. Ce ne sont ici que des exemples, mais des exemples qui doivent parler à la plupart d'entre vous. Les interactions locales sont particulièrement utiles pour du paiement sans contact ou dans la communication push sur un lieu de vente. Disney utilise cette technologie dans ses parcours d'attraction pour optimiser la monétisation sur le lieu et communiquer de façon personnalisée avec ses clients. La notion de M2M, qui signifie machine to machine, est la convergence de trois familles: les objets intelligents, un centre informatique capable de prendre des décisions et des réseaux de communication. En d'autres termes, le M2M est l'association des technologies de l'information et de la communication avec des objets distants. Le but est de donner à ces derniers le moyen d'interagir sans intervention humaine avec le système d'information d'une organisation ou d'une entreprise. Vous comprendrez bien que l'interaction entre les machines surpasse la portée des communications humaines et permet à votre entreprise de répondre à des besoins concrets comme la gestion des ressources ou l'automatisation des procédés dans les cas les plus avancés. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle qui est encore très peu utilisée dans les innovations du quotidien, même si elle a largement inspiré de nombreux films de science-fiction. Il s'agit de la construction de programmes d'infos complexes qui s'adonnent à des tâches accomplies de façon plus performante par des êtres humains. On peut citer tous les exemples de programmes de recherche et de sociétés d'innovation qui sont liés à la robotique, mais il y a également des domaines d'application à travers ces technologies qui sont très vastes dans la médecine. Tentons maintenant de réfléchir ou de définir le potentiel de ces nouvelles technologies sur les marchés. L'impression et le scan 3D, par exemple, qui sont au milieu de ce tableau, sont intéressantes pour tant les possibilités sont infinies, comme on l'a cité. Les balises de proximité permettent un impact direct sur le comportement du consommateur, mais ne sont pas encore vraiment plébiscitées. Les transactions sans contact représentent clairement l'avenir du paiement, avec la technologie NFC dont nous avons parlé, dont tous les appareils mobiles seront équipés d'ici peu.
La réalité virtuelle, très utilisée dans le domaine de l'informatique et des jeux vidéo, est centrée sur des domaines d'activité plutôt précis et encore assez étroits pour le moment. Enfin, si on s'intéresse à la viabilité de ces concepts, on s'aperçoit que les sponsors investissent dans des domaines qui vont leur apporter de l'argent. Donc, les sponsors sont ici définis, comme vous pouvez l'imaginer, par des sociétés qui investissent sur ces domaines technologiques de manière relativement massive. Google investit très largement dans la réalité augmentée, ainsi que dans l'Internet des objets et dans l'intelligence artificielle. Apple investit de grosses sommes dans les balises de proximité, car il existe des utilisations concrètes et très pratiques avec les smartphones. Facebook, quant à lui, est davantage dans la réalité virtuelle. Une des raisons est sans doute que la société entend développer de la publicité dans des jeux vidéo et détourner la réalité virtuelle du seul secteur des jeux vidéo pour l'amener vers d'autres secteurs auxquels la société s'intéresse depuis de nombreuses années, comme l'éducation, le spectacle ou encore les loisirs. On peut résumer ces informations en disant que les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent aussi de nouvelles expériences aux consommateurs. On n'est pas uniquement dans les nouvelles technologies, on est également dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On voit bien que l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication a fait émerger de nouveaux besoins chez les consommateurs. Ces besoins sont de toute façon, et vous le voyez tous les jours, de plus en plus adressés par les sociétés innovantes qui rivalisent de propositions pour séduire les consommateurs que nous sommes. Donc, il y a des axes qui sont assez probants et qui reflètent bien les secteurs sur lesquels ces sociétés, ou les thèmes plutôt sur lesquels ces sociétés investissent. J'en ai retenu personnellement 4. On pourrait en avoir bien plus. C'est simplement pour vous donner une lecture synthétique et que je juge pertinente de ces axes de développement. Donc, le premier est la customisation. L'outil Internet dans son ensemble avec des plateformes web dédiées permet aux consommateurs de changer la couleur de leurs chaussures, de changer la hauteur de leurs meubles. On cite ici Nike ID, dont on avait déjà parlé. Il y a aussi le fabricant et le distributeur de meubles M sur Internet qui propose des meubles customisables. Sur ce premier axe de la customisation. Sur l'axe de l'échange, également très prisé de ces sociétés, on pourrait citer l'échange de nuit de l'économie collaborative avec la société Night Swapping, ou l'échange d'objets, tout simplement, d'objets dont vous n'avez plus envie ou dont vous voulez vous séparer avec d'autres consommateurs, avec l'application Switch. Il y a également énormément d'applications qui viennent autour du coaching, les balances connectées ou les objets connectés WeThings qui vous permettent de monitorer votre activité physique, ou les bracelets connectés Jawbone qui offrent aussi tout un tas de données sur votre activité. Et puis, le dernier axe que je décris comme étant un axe porteur qui est lié à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication est l'axe de la surveillance et de la sécurité, avec encore une fois des produits connectés. On peut citer les caméras ou les détecteurs de fumée de Nest et les systèmes de domotique qui permettent de surveiller sa maison ou d'apporter une sécurité optimale à son habitat avec des solutions que la société Somfy met en place dans ce créneau-là. Les temps de développement sur ces axes de travail en particulier se raccourcissent considérablement et on assiste à une course effrénée à l'innovation grâce à des nouveaux modèles de développement. On dit, et je pense que cette phrase résume bien le phénomène dans lequel on se trouve aujourd'hui, que les méthodes de travail évoluent très rapidement. L'innovation n'est plus gérée en interne comme un long fleuve tranquille qui va de la R&D vers le marché sans dévier de son lit. On assiste à une influence grandissante des externes pour participer au processus d'innovation et l'alimenter, que ce soit par de la matière grise, des technologies ou de l'investissement. Apple avec iTunes, Google avec Android doivent leur réussite aux applications développées par des tiers et qui rendent la vie au final plus facile à ceux qui les créent.
Les grandes sociétés mettent aussi en place des plateformes d'open innovation. On a l'exemple en France de sociétés comme SEB ou comme L'Oréal, ou encore de l'innovation via des incubateurs de projets à la fois internes et externes. On favorise globalement et de plus en plus l'intrapreneuriat qui permet de stimuler l'innovation à travers des organisations qui sont très souvent jugées comme étant trop massives pour être réactives. C'est en somme ce que beaucoup de personnes résument ou appellent communément le développement agile ou l'agilité, qui n'est, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup, évidemment pas un concept nouveau, mais qui revêt en revanche une importance particulière dans le contexte actuel. Arrêtons-nous un instant sur cette notion de développement agile. La méthode du développement agile est selon moi relativement simple. Elle permet et privilégie le déploiement continu de versions successives du produit ou du service, accompagné régulièrement d'une mesure et d'une prise en compte continue des besoins du marché. Celle-ci peut permettre à l'entreprise de pivoter, c'est-à-dire d'ajuster sa stratégie en cours de route. C'est ainsi que, par exemple, des sociétés comme Criteo sont passées d'un secteur d'activité de recommandation de films à une entreprise de publicité payée au clic, par exemple. Les canaux numériques, et c'est là qu'on peut prendre la mesure de la recrudescence de ces modèles de développement agile, permettent notamment de tester des offres de manière très rapide et de faire des tests produits ou des tests de services à moindre frais sur Internet. L'essor du développement agile est en ce sens clairement lié, ou en tout cas directement lié à la digitalisation de notre ère. Il a été démontré à maintes reprises que sur certains marchés, les innovations les plus importantes venaient des utilisateurs avancés. On peut citer le sport, le médical, ou même les vêtements avec l'armée. L'émergence du numérique ou des Fab Labs également brouille aujourd'hui la frontière entre professionnels et amateurs, et certaines marques s'inspirent régulièrement au quotidien des objets utilisés par les pros, par les professionnels, par les utilisateurs extrêmes pour innover. Le développement agile est employé dans la majorité des startups qui mettent un produit sur le marché et non cessent de l'améliorer face au retour client ou au retour de leur utilisateur. Si vous voyez aujourd'hui, si vous regardiez la première interface de Facebook, vous la reconnaîtriez à peine, et pourtant, vous avez l'impression, en allant sur Facebook régulièrement, pour ceux qui le font, que rien n'a véritablement changé. L'économie collaborative, qui représente un business model innovant par nature, fait beaucoup appel à ces méthodes de développement agile et a d'ailleurs beaucoup recruté ces cadres et ces chefs de projet sur des profils de développement agile, se servent aussi beaucoup du développement agile dans ses formations internes. À ce titre, et comme c'est un sujet lié directement au business model innovant, je vous propose de faire un focus relativement rapide sur l'économie collaborative. Alors, un peu comme à chaque fois, essayons de définir. J'ai rassemblé ici deux définitions qui me semblent être les plus pertinentes et qui, à mon sens, résument le mieux l'économie collaborative, ou la consommation collaborative. La consommation collaborative est un modèle économique favorisant l'usage sur la possession. Ça, c'est la première chose. Et permettant d'optimiser les ressources via le partage, le troc, la location, le prêt ou le don de biens et de services. Ça désigne en fait les pratiques et les modèles économiques organisés en réseau ou en communauté d'usagers plutôt que de consommateurs simplement décrits par une économie un peu plus traditionnelle. On peut affirmer que l'économie collaborative est un véritable business model innovant. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi sur ce slide. Son essor a été déjà favorisé par la possibilité d'obtenir des plateformes de partage et une interconnexion très rapide des membres. Donc, vous vous rappelez qu'on avait défini ce facteur comme étant un des facteurs probants de business model innovant. On le retrouve sur l'économie collaborative. Les crises financières successives ont clairement mis l'accent sur l'usage plutôt que sur la propriété.
et ont encouragé les consommateurs du monde entier à ne pas surinvestir dans des domaines peu rentables et à trouver des solutions moins onéreuses que leur proposaient les circuits de distribution traditionnels. Puis enfin, la conscience environnementale a également apporté sa pierre à l'édifice et a encouragé les consommateurs à réduire leur empreinte carbone, à augmenter la prise de conscience des consommateurs face aux dangers que pouvait avoir la consommation massive sur l'environnement. Et ça a favorisé des initiatives comme le covoiturage ou la consommation locale, par exemple. Parallèlement à ces moteurs de l'économie collaborative, on trouve deux facteurs exogènes qui ont joué un rôle important dans son développement. Le premier, c'est l'urbanisation croissante et rapide de notre planète, qui induit une masse de population capable de s'échanger des biens ou des services très rapidement à un même endroit. Et puis le second, c'est lié à l'évolution du comportement des consommateurs, qui est aujourd'hui plus qu'hier prête à acheter sur la base de recommandations et à privilégier clairement l'expérience à la possession. Voyons rapidement les différents secteurs de l'économie collaborative pour avoir une idée globale du secteur. On peut aujourd'hui, de manière assez claire, en tout cas avec des segments qui ont du sens, diviser le secteur en 4 grandes familles. Le premier concerne ce qu'on appelle la redistribution de biens ou de services potentiellement déjà utilisés par leurs propriétaires. C'est le cas de plateformes comme Le Bon Coin ou comme eBay, par exemple. Le second concerne la mise à disposition de produits ou de services avec une contrepartie financière, mais sans transfert de propriété. Le meilleur exemple est sans doute réalisé par la plateforme Airbnb, qui vous permet de louer tout ou partie de votre logement à des touristes. Troisième famille, les services peer-to-peer dits on-demand, selon le terme anglais. Cette catégorie peut être illustrée par Uber, dont on entend beaucoup parler en ce moment, ou par des services, d'autres services comme de la cuisine à domicile, qui se développent aussi beaucoup en France ou à l'étranger. Et puis enfin, on a une quatrième famille qui est un peu plus qui est un peu moins visible sur le radar, qui sont les systèmes locaux coopératifs qui mettent en lien des acteurs locaux de la production et de la consommation, comme La Ruche qui dit oui, puisque l'organisation met en relation des producteurs de produits du terroir avec leurs clients dans un périmètre restreint, un petit peu sur le modèle des AMAP finalement. Essayons de passer ces secteurs en revue pour essayer de mieux les comprendre. La redistribution permet d'organiser un transfert de propriété d'un bien entre particuliers, que ce soit sous forme de revente, de troc ou de don d'objets. C'est le modèle de consommation collaborative le plus connu, qui a commencé avec des pionniers dans ce qu'on appelle C2C, donc vente de consommateur aux consommateurs, avec des acteurs comme eBay ou Price Minister en Europe. Les biens d'occasion, dans ces cas-là, peuvent être revendus. C'est le cas de plateformes comme eBay ou Le Bon Coin. Mais ça peut être aussi des biens fabriqués par leurs propriétaires, comme Etsy, le site Etsy qui propose des fabrications, de la vente de biens qui ont été fabriqués par le propriétaire, ou un autre exemple anglo-saxon, Little Market. Et ça peut être également du don de biens d'occasion ou du troc, tout simplement comme l'application Switch ou My Recycle Stuff. Le segment des produits et services permet l'accès généralement à une ressource par échange, comme je vous le disais, sans transfert de propriété. Donc, on est plus dans la location, le prêt ou le partage. Ils incarnent ce qu'on décrivait tout à l'heure comme étant un des drivers de l'économie collaborative, qui est l'usage plutôt que la possession. Alors, on peut subdiviser ce segment en trois: les biens matériels, la mobilité ou les espaces. Donc, en biens matériels, on a la location d'objets entre particuliers ou le prêt d'objets entre particuliers. La mobilité, on retrouve ici la location de véhicules entre particuliers. Et puis, l'espace, le segment espace dans lequel on retrouve l'hébergement avec l'acteur Airbnb que je ne vous présente plus, mais aussi des segments en business to business avec des espaces de travail partagés, coworking ou location entre entreprises tout simplement, ou encore d'autres locations d'entrepôts comme du stockage ou du parking aussi entre particuliers. Le service on-demand peer-to-peer, ici l'objet de l'échange est un service et non plus une ressource matérielle.
Les individus qui recherchent ce service, transport ou bricolage par exemple, sont mis au lien avec d'autres qui offrent leur force de travail au moyen d'une application mobile. En réalité, on est plus dans la on-demand economy que dans la réelle sharing economy, mais on a quand même considéré que ces services peer-to-peer faisaient partie de l'économie collaborative. Alors, ce segment se divise aussi en trois segments comme le précédent. Le premier avec la mobilité, où on trouve des services de covoiturage ou de taxi, taxi peer-to-peer comme Uber. Le deuxième, qui est un secteur en pleine recrudescence, permet de mettre à disposition des services à la personne. Vous avez soit des entreprises très généralistes comme TaxRabbit, ou des entreprises relativement ciblées comme du gardiennage d'animaux, par exemple. Et puis enfin, la restauration, cuisine et plats préparés en peer-to-peer comme Super Marmite, Mutcherry ou La Belle Assiette. On trouve également des tables d'hôtes en service peer-to-peer on demand comme EatWith ou Cookening. Il y a beaucoup d'autres applications qui sont en train de se développer sur ce secteur-là, qui est sans doute un secteur qui a encore un très bel avenir devant lui, dans la logistique, dans la santé ou dans l'éducation. Enfin, pour finir, les systèmes locaux coopératifs, il s'agit de pratiques locales basées sur la coopération ou sur le regroupement des membres d'un réseau. Beaucoup sont quand même à faible intensité numérique pour le moment, mais parions que ce critère-là pourrait changer dans l'avenir. On trouve des circuits courts type AMAP dans l'alimentation, de l'habitat participatif ou de la colocation, ou des échanges locaux comme des banques de temps ou des réseaux sociaux de voisinage. L'exemple le plus connu en France, en tout cas, est de très loin La Ruche qui dit oui, que nous avons évoqué au préalable dans ce webinaire. Intéressons-nous maintenant au modèle économique de ces acteurs pour en dire deux mots. Nous apercevons ici sur ce slide que les différents acteurs ont des moyens assez hétérogènes de capter de la valeur auprès de leurs membres. Un site comme Lokeo fera payer le consommateur en fonction de son usage. Airbnb prélèvera des frais de service qui sont globalement entre 10 et 15% sur l'échange de valeur entre les particuliers. Et Le Bon Coin générera des revenus soit grâce aux annonceurs avec la publicité, soit par le biais des internautes avec des services payants via un business model premium. Premium qui donne des services d'accès gratuit et qui en fait payer d'autres. Certains acteurs, mais ils sont moins nombreux, mis sur le don. On a parlé de ces acteurs de l'économie collaborative un peu plus sociale, comme freecycle.org par exemple. À regarder ces modèles économiques rapidement sur ce slide, la question à se poser, selon moi, à ce stade, est l'économie du partage ou l'économie collaborative mérite-t-elle vraiment son nom d'économie du partage ou d'économie collaborative? On voit sur ce schéma que les modèles économiques de revenus commencent à être rodés, commencent à être structurés, que chacun essaie de capter de la valeur de la meilleure manière possible. Donc, on pourrait très bien se poser légitimement cette question est-ce qu'il y a un sens à nommer cette économie avec les termes collaborative ou partage? Je vous laisse méditer sur cette question et je ne vous donne pas la réponse au cours de ce webinaire. Et nous aurons sans doute, j'espère, l'occasion d'en reparler. L'autre question que l'on pourrait aussi aborder est liée aux facteurs clés de succès de ce type de business. La question que beaucoup de gens se posent, mais donc c'est facile, il y a peu de chances de perdre. Cette économie collaborative est en pleine recrudescence. Elle s'appuie sur des phénomènes sociétaux avérés. Et donc, nous avons toutes les chances de succès si nous nous lançons sur ces segments-là. Ma réponse, brièvement, et je ne peux pas faire plus court, est pas sûr. Pourquoi pas sûr? Alors, il nous faudrait un nouveau webinaire entier pour traiter ce sujet correctement, mais voici quand même un début de réponse que je vous livre et qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur ce sujet. L'hypothèse de départ est la suivante, et que l'économie collaborative n'échappe en rien aux autres business models. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez impérativement faire deux choses. La première, être sûr à 100%
de pouvoir créer et capturer de la valeur auprès de votre cible de consommateurs, des fondements du marketing. Et la deuxième, être préparé au cycle de développement de votre projet qui ne sera pas un long fleuve tranquille, car il va vous falloir de l'agilité. Alors, il est évident que ces deux points résumés-là sont peut-être synthétisent peut-être un peu trop l'approche. Ceci étant, il s'agit de deux points fondamentaux que vous devez valider avant toute démarche entrepreneuriale au global et sur des business models innovants a fortiori. Bon nombre de sites web sur l'économie collaborative n'ont pas survécu car ils ne proposaient pas une expérience suffisante aux consommateurs. Je pourrais vous citer l'exemple de certains sites de location d'objets entre particuliers qui n'apportaient pas la valeur nécessaire aux consommateurs dans leur esprit et qui ne leur donnaient pas un intérêt suffisant pour se connecter et utiliser ces services-là. Si on prend le point A, savoir capturer la valeur résume à dire qu'en fait, l'innovation seule ne suffit plus à générer des profits. Il faut véritablement se poser sur ce sujet également deux questions. De quelles expériences mon consommateur va-t-il disposer et quel est le facteur de valeur de mon offre? Donc, je vous redonne un petit exemple que j'aime bien, vous l'avez compris, qui est l'exemple Nespresso. En réussissant à proposer un vrai espresso fait maison avec le maximum de commodité et en satisfaisant une quête de reconnaissance auprès de ses utilisateurs, Nespresso a réussi à faire payer le kilo de café 7 fois plus cher à ses consommateurs. L'expérience auprès du consommateur était triple en fait. Le goût, un vrai expresso à la maison, la commodité, facile à préparer sans salir ma cuisine ou risquer de m'en mettre partout, et la quête de reconnaissance, l'impression de faire partie du cercle des happy few et des utilisateurs d'un produit qui me donnait un statut particulier. Une fois que vous aurez trouvé ces drivers et comment capter la valeur, ce qui n'est déjà pas une chose aisée, mais ce que je vous encourage à faire pour toute initiative, il vous faudra à coup sûr de la patience pour développer votre business model et l'amener d'une idée à une activité rentable et rémunératrice. La maîtrise du cycle de développement est tellement cruciale qu'il y a une étape dans toute initiative appelée la vallée de la mort dans laquelle tombent de nombreux projets que vous voyez résumés sur ce tableau. La vallée de la mort intervient généralement, d'après les statistiques que nous avons, entre 2 et 4 ans après le départ du projet. Le raisonnement est le suivant. Avant la vallée de la mort, l'entreprise ou l'innovation, portée par une entreprise ou par un porteur de projet, se vend sur une promesse. Ensuite, dès le début de la commercialisation, il faut prouver qu'il existe un business rentable. Le challenge que tout le monde décrit et que les innovateurs décrivent au quotidien réside dans la difficulté à obtenir des clients en dehors du cercle des early adopters, c'est-à-dire en dehors du cercle des clients qui vont adopter la technologie ou l'innovation en premier parce qu'ils feront partie de ce cercle de consommateurs qui sont enclins à tester des nouvelles technologies ou des innovations. Le challenge reviendra donc à obtenir des clients supplémentaires à ce cercle d'early adopters. Il faut pour cela souvent adapter l'offre en la développant de manière agile et se plier aux exigences des clients plus conventionnels, ce qui n'est toujours pas très facile à accepter par le porteur du projet ou par le porteur de l'innovation en question. Voici, pour mémoire et pour conclure, les principaux facteurs qui expliquent la recrudescence des business models innovants. Les nouvelles technologies et la numérisation, l'interconnexion, les crises financières successives, la conscience environnementale et évidemment la mondialisation et la concurrence. J'espère sincèrement que ce webinaire sur les business models innovants vous a permis de mieux appréhender la notion de business model innovant. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez par mail. Je me promets de répondre à l'ensemble des questions que je recevrai sous une quinzaine de jours. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire et vous remercie beaucoup pour votre attention.